Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque mois, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Dans l'épisode du jour, on parle de minimalisme avec Ulysse Ducamp. Ulysse a notamment vécu plusieurs expériences de minimalisme extrême, notamment à travers des voyages sans argent en Europe. Sans plus attendre, je te laisse avec notre discussion autour du minimalisme. Bonne écoute. Merci du coup Ulysse d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien. Et du coup, est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter rapidement? Bah alors moi je m'appelle Ulysse, j'ai 20 ans, je suis en école de design. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à moi, par rapport au minimalisme, ce qu'on sait de moi en général, c'est que j'ai fait pas mal de voyages sans argent. Je voyageais avec un sac à dos avec quasiment rien dedans en fait, et donc avec très peu de choses. Et à chaque fois ça se passait bien, en tout cas c'était intéressant. Et aussi, j'ai assez peu d'objets. J'ai le réflexe d'avoir peu d'habits, peu d'éléments. Voilà, notamment avec le voyage où je pars avec un sac à dos où j'ai vraiment le strict minimum. Le dernier voyage que j'ai fait, je suis allé jusqu'en Norvège et j'avais un sac de 4 kilos. Voilà, ce genre de choses. Ah, ça fait une super transition puisque c'était le truc principal dont je voulais te parler, c'était pourquoi, pourquoi tu as décidé à un moment donné de faire ce voyage que beaucoup de gens, je pense, pensent complètement fou, tu vois. Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai toujours eu envie de voyager un peu autrement. Genre quand je voyageais avec mes parents, je trouvais ça un peu ennuyant. Je sais pas. Enfin, j'ai toujours eu envie de me lancer des défis, de me mettre dans des situations très inconfortables où je dois vraiment me dépasser et où je me sens vivant en fait. Et j'ai des amis qui étaient un peu dans cette vibe-là et qui avaient déjà fait des voyages sans argent et quand ils m'en ont parlé, j'étais totalement fou. Je trouvais ça trop cool de pouvoir voyager comme ça, découvrir le monde et en plus sans argent et en plus d'être vraiment dans cette idée de se challenger, de se dépasser. Et ce qui est génial avec les voyages sans argent, c'est qu'en fait, tu rencontres énormément de personnes comme t'as rien, enfin t'es obligé de demander de l'aide aux gens et du coup tu vas passer du temps avec des gens avec qui t'aurais pas passé du temps en temps normal et tu vis des moments vraiment géniaux et c'est une expérience, enfin c'est super intéressant quoi. Et comment ça se passe du coup au début, les premières rencontres, enfin, tu vois, pour demander de l'aide, etc. Est-ce que c'est difficile dès le début ou est-ce que ça a été facile au contraire? C'est pas facile du tout. J'ai fait un premier voyage un peu comme ça en autostop avec un ami, Massoud, peut-être que tu connais par YouTube. Ouais, ça me dit quelque Euh, chose. et en, ouais, c'est possible. C'est un ami de Raj aussi. Et en fait, on n'arrivait pas à aller vers les gens. On a réussi à aller jusqu'à Milan en autostop, mais arrivé là-bas, on n'arrivait pas à échanger, à sociabiliser et tout ça. Et on se renfermait sur nous-mêmes très rapidement. Et donc ça, c'était bon. On avait beaucoup galéré. On avait dormi plus ou moins dans la rue. Enfin, c'était une galère. Et puis j'ai refait un voyage avec un autre ami. Et cette fois-ci, on avait plus la tchatche, on arrivait plus à aller vers les gens. Et en fait, au départ, tu dois vraiment te forcer. Genre, la première fois qu'on a été demandé des invendus dans des restaurants, c'était vraiment une galère. On se sentait hyper illégitime de faire ça, hyper gêné. Et puis, en fait, tu te rends compte que ça marche plutôt bien et assez souvent, les gens sont très réceptifs. Et à partir du moment où les gens sont réceptifs, tu te rends compte que, en fait, ce que tu fais, c'est cool. Et comme ça, tu arrives à aller vers les gens. Plus tu as de réponses positives, en fait, plus ça te pousse à le faire. Et plus tu le fais, plus tu as de réponses positives et tu gagnes vraiment confiance en toi et tu prends l'habitude de le faire. Et maintenant, c'est quelque chose d'assez facile pour moi, même si parfois c'est un peu dur de se remettre dans le bain. Et les gens, du coup, globalement, ils recevaient bien votre projet de voyage sans argent, enfin, ils comprenaient bien, quoi. Ça dépend, ça dépend. Il y en avait, ils étaient plutôt les jeunes, ils trouvaient ça en mode trop cool. Il y en avait d'autres, ils disaient ouais, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, ça coûte pas cher de voyager. Nous, on travaille, mais c'est assez rare en fait. Les gens posent des questions comme ça. Et parfois, les gens posent des questions comme ça et on leur explique, nous, que on n'a pas vraiment de problème d'argent, c'est pas pour ça qu'on le fait. Nous, on trouve ça intéressant de voyager comme ça. Au final, on dit pas, on gêne pas tant que ça les autres, on apporte plus de la valeur qu'on en prend. Et une fois qu'on a ce genre de discussion avec les gens, parfois des gens qui avaient un mauvais a priori sur notre manière de voyager finissent par nous héberger ou nous donner par exemple de la nourriture et nous aident volontiers en fait. Et du coup, vous êtes allé de où à où pendant ce trip? Lequel Le deuxième, celui qui a duré à peu près un mois. Ouais. Celui qui a duré un mois. Ouais.
que je viens de faire là. Ouais, C'est le dernier du coup, c'est le sixième je crois. Ça a duré 21 jours et on est allé jusqu'en Norvège d'accord. avec un ami depuis Paris, sans argent. Oh, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, est-ce qu'il y a des différences, vu que vous avez traversé l'Europe? Est-ce que genre il y a des pays où vous avez galéré et d'autres non, pas du tout? Tu vois, est-ce qu'il y a des différences un peu? Il y a clairement des différences. Ok. Par exemple, genre en Belgique, les gens sont trop sympas et surtout ils sont francophones, du coup ça aide. Ouais. C'est vraiment facile, notamment de trouver de la nourriture. Tous les restaurants qu'on a fait, personne nous refusait, personne n'a mal répondu à notre démarche. Par contre, arrivé en Suède, là c'est là qu'on a commencé à galérer. En gros, on a fait Allemagne, Danemark plutôt facilement, et en Suède, on s'est pris une énorme claque dans la gueule puisque la partie où on était, c'était la côte, la partie de la Suède qui est proche de la mer et proche du Danemark. Et en fait, les gens sont assez hostiles, ils sont assez fermés par rapport en tout cas, ils aimaient pas du tout, ils n'accrochaient pas du tout à notre manière de voyager. Et en autostop, on a galéré au point que la Suède, c'est l'endroit où on a passé le plus de temps. Mais la seule chose qu'on ait visité, c'est des stations en service. C'est assez drôle. Ah oui, parce qu'après, On j'ai a vu fait que vous aviez arrivé en plus à faire du tourisme. Enfin, sur place, vous n'étiez pas juste en train de voyager, quoi. Ouais, c'est ça. On a réussi à un peu profiter parce qu'après la Norvège, on a réussi à accéder après la Suède, on a réussi à accéder à la Norvège. Et là, c'était le bonheur total. Les gens sont hyper accueillants et on a réussi à faire de la randonnée comme les autres touristes, aller dans les trucs touristiques et le faire sans argent là où d'autres avaient dépensé beaucoup. Et c'était assez marrant. Et est-ce que du coup, quand vous avez été hébergé chez les gens, ça se passait comment? Comment vous trouviez les gens chez qui dormir, quoi? Ça, c'est la partie la plus difficile en fait, de trouver un endroit où dormir. Mais en gros, dans les voyages sans argent, tu as trois contraintes. Tu as le déplacement, donc tu fais de l'autostop, ce qui est assez connu et qui est pas trop compliqué, même si tu as des galères parfois. Tu as la nourriture, donc tu vas plutôt dans les restaurants demander s'ils ont pas des invendus, des choses un peu trop cuites. Et ça marche assez bien. Et ensuite, tu as le logement. Et ça, en fait, il n'y a pas de règles secrètes. Moi, je dirais le seul truc, c'est de toujours aller parler à des gens, un maximum de personnes et en fait, à force de parler avec beaucoup de monde, il y a un moment où il y a une connexion entre une personne et toi. Et si vraiment le courant passe bien, bah là, tu peux lui demander de dormir chez toi ou il peut te le proposer par lui-même. Et c'est un peu ça. Mais il n'y a pas de truc qui marche à tous les coups. Et souvent, c'est le plus dur. Et je crois que dans chaque voyage que j'ai fait, il y a au moins une fois où j'ai dormi dans la rue ou de manière assez inconfortable. Et quand tu dors dans la rue et tout ça, c'est le genre de nuit où genre la motivation elle baisse pas. Enfin, tu te dis pas, je vais me payer une chambre d'hôtel ou un truc comme ça. Si, si, si. Enfin, surtout quand tu dors plusieurs nuits d'affilée dehors. J'avais été à Barcelone et à Barcelone, c'est très dur de trouver un logement et les gens ont peur de se faire virer de leur coloc. Donc de ramener un étudiant, un voyageur comme ça le fait pas trop. Et en fait, ouais, le soir quand tu dors dans la rue, surtout là c'est en hiver, juste tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur. Enfin, genre t'as peur parce que t'as peur d'être agressé, ce genre de truc. Et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis allé jusqu'ici? Enfin, c'est malin, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, t'as un coup au moral assez fort. Et surtout que le lendemain, en fait, quand tu te réveilles, bah, tu te sens un peu sale. T'as Ouais. dormi dans la rue, t'as pas très bien dormi. T'as même pas de matelas ou quoi que ce soit. Et tu te sens beaucoup moins apte à aller parler aux gens. Genre, tu te sens beaucoup plus comme de la pollution, en fait. Euh, Ton estime de toi diminue vraiment. Et c'est là où c'est le plus dur. Il faut vraiment se motiver. Genre, moi, ce que je faisais, c'est que je me lavais les dents et ça me donnait juste l'impression d'être plus propre, plus frais. Et c'est là où il faut aller au contact des gens. Et en gros, je me force. En Espagne, c'était dur parce que j'étais tout seul. Donc, normalement, tu as ton pote pour te soutenir et tout, pour vous motiver entre vous. Et j'avais un système où je prenais ma main et je me mettais des croix à chaque fois que j'allais parler à une personne. Ok. Et le but, c'est d'avoir le plus de croix en le moins de temps possible. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé à tenir en Espagne. Et finalement, j'ai réussi à trouver un endroit où dormir et à passer à faire un bon voyage. Et tous les autres voyages, du coup, à part celui-là, tu les as fait avec un pote? Je suis allé aussi une fois à Berlin tout seul. Genre, on avait 5 jours de libre. Et ben, je me suis dit, bon, bah, je vais à Berlin. C'est une ville que j'adore et j'y suis allé en stop. Mais j'ai rejoint des potes là-bas. Mais ouais, sinon, c'est toujours avec un ami. Je trouve ça plus sympa au final de vivre les choses à deux.
vivre les choses tout seul. En plus, tu ressens une certaine solitude. Et au final, un truc que j'ai réalisé avec mon voyage à Barcelone, c'est que les souvenirs, c'est mieux quand tu les partages avec quelqu'un dont tu es proche. Ouais, je préfère voyager à plusieurs. Et du coup, j'imagine que dans ton cercle d'amis, il y a des gens qui sont ouverts au minimalisme et à ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, Si de tu veux ouf. pas faire ça avec n'importe qui. Et, Bizarrement, il n'y a pas motivé par ce genre de voyage. Mais ouais, en général, les gens avec qui j'y vais, ils connaissent bien le sujet aussi. Ouais. et du coup, t'en as fait combien maintenant des voyages sans argent en tout? Je crois que j'en ai fait 5 ou 6. Je crois que l'année dernière, j'en ai fait 5 et j'en avais fait un aussi où c'était plus une galère. On avait pas mal utilisé d'argent, mais j'en ai fait 5 où c'était vraiment quasiment sans argent, genre moins de 20 euros. Ok. Et du coup, maintenant, quand tu dis que tu vas voyager, tu te dis c'est sans argent en direct ou tu y réfléchis quand même? Alors, non, pas du tout. Ça, c'est intéressant, justement. Euh, maintenant, genre l'année dernière, j'ai fait du coup 5 voyages sans argent et en plus, j'avais mes études à côté et en plus, j'ai fait d'autres choses qui sont assez prenantes. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu voyages sans argent pendant tes vacances, tu te reposes pas vraiment. Tu Ouais. te dépayses, tu te ressources d'une manière, mais il y a une fatigue qui s'accumule. Et au final, cette année, j'ai pas voyagé de cette manière parce que juste j'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer vraiment sur le long terme. Et maintenant, si je vais partir en voyage, je vais plus me dire, je vais faire un truc un peu confortable en dépensant du coup un peu d'argent. Là, j'ai pas encore voyagé de nouveau depuis, mais je pense que les voyages sans argent, c'est vraiment un truc très stimulant, très éveillant, très motivant, où tu es très fier de toi après. Tu dis plein de choses géniales, mais c'est très fatigant aussi. Ouais, Donc carrément. c'est pas quelque chose que je fais de manière, c'est pas un réflexe quoi. Et du coup, tu pars, oui, tes prochains voyages, tu chercheras un peu plus de confort, j'imagine, sans partir dans un truc extrême de dépenses, Euh, mais plus confortable quand même, quoi. ouais, ouais. Après, je pense en refaire, peut-être même de manière plus extrême des voyages, mais il faut juste que j'attende de me reposer un peu pour que ça revienne naturellement. Euh, Là, les voyages sans argent, je pense que j'en ai fait beaucoup, beaucoup en très peu de temps. Maintenant, il faut que je prenne un peu de recul par rapport à ça pour ensuite mieux y revenir plutôt que de forcer la machine à chaque fois, d'être toujours à en demander plus. C'est important aussi de se reposer, je pense. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu aux origines, comment t'as découvert le minimalisme, ce principe du minimalisme à la base? Le minimalisme, je crois que ouais, c'était genre moi, j'ai toujours pensé que, en gros, ma mère a beaucoup d'objets. Enfin, chez ma mère, il y a beaucoup d'objets. Et donc, quand je vivais chez elle, quand j'étais enfant et adolescent, je trouvais que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de vaisselle, que c'était une prise de tête à chaque fois de ranger la vaisselle, de devoir soulever une pile d'assiettes pour en mettre une autre. Et je me disais, ce serait beaucoup plus simple si on avait beaucoup moins de choses. Et genre, ça me frustrait beaucoup, en fait. Et puis, à un moment, j'ai trouvé sur YouTube des sujets sur le minimalisme. Genre, je crois que c'était Olivier Roland qui en parlait en disant, ouais, moi, j'ai peu d'objets et c'est plus simple. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que ce à quoi je pensais. Et quand j'ai vu qu'il y avait déjà une communauté qui pensait ce à quoi je pensais avant, je trouvais ça génial et je me suis mis très vite à fond et c'est comme ça que j'ai découvert quoi. Et j'ai découvert très rapidement Léo Bagota, des gens comme ça. Du coup, ça t'a directement intéressé, quoi. T'as pas eu un peu un sentiment de c'est quoi ce truc bizarre ou tu vois? Ah non, pas du tout. C'était vraiment c'est quoi ce truc génial quoi. Parce que je connaissais déjà le sujet avant par moi-même, j'avais déjà réfléchi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place de, on va dire, minimaliste dans ton quotidien, tu vois, qui a eu, on va dire, le plus d'impact? Euh, qui a eu le plus d'impact? Déjà d'avoir peu d'habits, c'est quand même pratique. Tu te prends plus la tête sur ce que tu mets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi dans le sens où j'ai un peu tout le temps le même genre de tenue. Un truc que je fais en ce moment et qui a pas mal d'impact, c'est de faire des meal prep. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est de C'est- préparer ses repas à l'avance, c'est ça? Ouais, tu prépares tous tes repas à l'avance. Ça, c'est super pratique. Ça te permet de gagner du temps. Je sais pas si on peut considérer ça comme minimaliste. Et du coup, Et tu un fais truc tous que tes j'ai fait repas de la dernier. semaine, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Genre, t'en fais pour 4 ou 5 jours et comme ça, t'es tranquille, t'as plus à cuisiner. Peut-être une fois dans la semaine, je vais recuisiner et comme ça, je vais pouvoir mettre un peu des légumes différents dans mes plats. Un autre truc que j'ai fait il y a pas longtemps, que tu as vu sur Instagram, c'est la magie du rangement. J'ai rangé mon appart, mais là avec une méthode de tri particulière. Avant, j'étais beaucoup dans une démarche d'utilité avec mes objets, genre il fallait que chaque chose soit utile et serve une fonction. Et en fait, donc la magie du rangement, c'est un livre qui a écrit Marie Kondo. Et l'idée, c'est de suivre une méthode simple, qui est non pas de trier
ces objets en fonction de leur utilité, mais en fonction de la joie qu'ils t'apportent. Et donc, Ok. tu prends chaque objet, tout ça, chaque habit, et tu essaies de voir si tu ressens de la joie en l'étonnant. Et en fait, ça marche assez bien parce que si un truc est vraiment utile et t'aide vraiment dans ta vie, bah, évidemment, tu vas ressentir de la joie. Et du coup, tu te retrouves avec un appart où tu es entouré que de choses bah, qui te font ressentir de la joie. Et c'est extrêmement stimulant et c'est un environnement qui te porte vraiment. Je trouve ça assez. Je pense que ça aura beaucoup d'impact justement sur mon bien-être au final. Et moi, je connais du coup Marie Kondo de nom, de ce qu'elle a fait et tout Mm, ça, mais j'ai pas lu de ses livres ouais. encore. Est-ce que il y a d'autres principes qu'elle partage que toi tu voudrais partager ou que tu as essayé d'appliquer? Euh, ouais, il y a d'autres trucs, notamment, en gros, si tu veux que ton appartement, enfin l'endroit où tu vis, soit tout le temps rangé, il y a les techniques du style ranger petit à petit, ranger de temps en temps, avoir des bonnes habitudes. Ça marche pas réellement. C'est ce qu'elle dit en gros. Et elle dit que ce qui marche réellement, c'est que chaque chose ait une place, comme si chaque chose avait une maison en fait. Quand tu prends, je sais pas, un livre, bah, tu l'utilises et une fois que bah, tu as fini de l'utiliser, bah, tu le remets à sa place dans la bibliothèque. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de rangé tout le temps. Si chaque chose a une place, bah bim, si elle est au milieu de ton appart, bah, c'est qu'elle n'est pas rentrée chez elle, donc tu dois la remettre à sa place. Et souvent, ton appart est dérangé parce qu'en fait, tu as une sorte de bazar que tu déplaces à chaque fois. Tu vas remettre un bazar dans un compartiment. Et au final, c'est jamais vraiment totalement rangé. Et c'est pour ça que le bazar revient très vite quand tu ranges seulement un petit peu de temps en temps. Et, euh, et quand, genre ce genre de principe, est-ce que quand tu parles à des gens qui sont peut-être intéressés par le minimalisme ou tu vois se posent des questions, est-ce que c'est ce genre de choses que tu leur dis en premier ou est-ce que tu leur dis quelque chose et tu leur parles même pas de minimalisme? Tu vois, comment tu présentes le minimalisme aux gens qui s'y intéressent ou qui te posent Aux des gens qui questions? s'y intéressent, genre à mes amis qui me demandent un peu Ouais, ouais, pourquoi je fais ça, des trucs comme ça. exactement. Bah, ça dépend des fois, ça dépend vraiment des personnes. Mais là, par exemple, je vais leur dire que avant, j'étais très c'est mieux d'avoir moins de choses parce que bah, tu as plein d'avantages. Ça te permet de moins te prendre la tête le matin. Si par exemple, les habits, ça te permet de moins t'habiller en fonction des autres et juste d'avoir tes propres habits à toi et d'être bien avec toi comme ça. Je sais pas trop ce que je leur dis, mais bah juste ce que peut-être aussi quand je parle des voyages sans argent que bah tu te sens très libre aussi. Ça c'est un des points forts du minimalisme, c'est que bah tu te sens plus léger et tu te sens vraiment très libre. Et ça, je pense que c'est un des trucs que je dirais en premier par rapport au minimalisme. Le Et, sentiment. et par rapport à tes voyages, tu disais que tu voulais aller faire des voyages un peu plus peut-être extrêmes. Ce serait quoi Ouais. ce que tu appelles plus extrême? Je sais pas encore. J'aimerais bien faire un truc où avec de la marche, où juste tu marches beaucoup. C'est pas forcément plus extrême, mais de faire des grosses distances à pied, je trouve ça chouette, avec un sac à dos très léger. Là, avec un ami, j'ai un ami qui est en train de me fabriquer mon propre sac à dos, où il y aura que des fonctionnalités qui me seront utiles. Ce sera un bonheur aussi. Je sais pas très bien ce que je vais faire. Il faudra que j'y réfléchisse, quoi. Et j'ai vu que tu avais fait l'école 42, c'est ça? Ouais, Et qu'aujourd'hui tu étais en école de design. c'est ça, ouais. Et du coup, c'est un peu rien à voir avec le minimalisme, mais je voulais savoir quand même, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire l'école 42 et ton école de design actuellement, et comment t'essayes, j'imagine, un peu d'avoir une réflexion minimaliste avec ce que tu fais, les projets que t'as menés là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, ça a pas mal à voir avec le minimalisme, le design au final. L'école 42, en fait, j'ai fait un mois. L'école 42, c'est une école de programmation qui est entièrement gratuite, qui est financée par un multimilliardaire qui s'appelle Xavier Niel, qui est le patron de Free. Et en gros, le principe, c'est que pour rentrer dans cette école, tu dois passer un mois à faire des exos, le plus d'exos possible. Et l'école est ouverte 24 heures sur 24. Et l'idée, c'est que plus tu passes de temps à travailler là-bas, plus tu as de chances d'être pris. Et tu te retrouves enfin moi, je me retrouvais à travailler 14 heures par jour en moyenne. Ah ouais. Donc c'est assez extrême, en fait, c'est ce qui me plaisait. Moi, j'aime bien les aventures extrêmes comme ça. C'est un peu le même truc que les voyages sans argent. C'est à chaque fois, tu dois te dépasser. Et l'idée à des salles, ce qui faisait qu'on dormait sur place. Euh, et c'était assez intéressant. Et donc moi, j'étais habitué à dormir comme ça de manière un peu spartiate. J'avais juste un matelas très fin, gonflable, et un sac de couchage.
le matelas faisait que la taille de mon torse. Et pendant un mois de dormir comme ça, c'était pas forcément la meilleure idée. Mais au final, c'était bien, j'ai bien progressé, je suis content de mon moi. Et par exemple, bah là, maintenant, je suis en deuxième année d'école de design en interactivité. Donc, c'est tout ce qui concerne l'interaction entre les humains et les nouvelles technologies. Ça va être des applications, des sites web, mais aussi des installations avec du code. On fait du code créatif, ce genre de trucs, des trucs un peu plus artistiques. Euh, et bah, toujours, par exemple, quand tu crées une application, moi, c'est hyper important d'avoir que des fonctionnalités hyper utiles, essentielles. Si une fonctionnalité peut être utile, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit quasiment vitale. Et comme ça, quand tu crées une app, ça te permet d'avoir une très bonne base. Et après, peut-être, tu peux rajouter des fonctionnalités. Mais il y a toujours ça. Et aussi, dans mes présentations, on fait beaucoup de présentations, on montre nos projets. C'est hyper important bah, d'avoir que l'essentiel pour que ton message, en fait, passe hyper bien et que les gens comprennent vraiment ce que tu essayes de dire. Et surtout, quand on saisit ton produit, le service que tu crées, bah, que ce soit utile et que les personnes ont vraiment l'impression, en fait, de prendre en main très facilement la chose, de la comprendre rapidement et de se sentir rapidement à l'aise avec l'application, en fait. Du coup, j'y pense là. Est-ce qu'il y a des gens que tu as suivis et qui t'ont vraiment genre ouvert des perspectives sur le minimalisme où tu vois, tu avais une vision avant et ça t'a vraiment changé la vision que tu avais après les avoir connus ou consommé leur contenu? Ouais, ouais, totalement. Il y a John Zaorian, c'est un mec en fait qui fait de la randonnée, mais de la randonnée ultra légère. L'idée c'est d'avoir un sac à dos, mais le plus léger possible, et qui te permettent de dormir dans la nature, dans plein de situations différentes. Ils arrivent à avoir des sacs à dos qui pèsent, je crois que parfois ils ont des sacs à dos qui pèsent moins de 2,5 kg. Ah Donc ouais, c'est assez impressionnant. ok. Sachant qu'un MacBook Pro, ça pèse environ 1,2 kg. Donc c'est vraiment très très léger quoi. Et ce qui est intéressant comme ça, c'est que bah du coup tu réduis pas mal ton confort au niveau des objets. T'as pas un aussi gros sac de couchage, une tente aussi volumineuse. Mais au final, le confort que tu augmentes énormément, c'est celui de la marche. Pendant la journée, quand tu marches, bah tu te sens tout léger et il y a encore cette idée de liberté. Et ça, c'est quelqu'un qui a pas mal influencé ma vision du minimalisme, dans le sens où eux, ils sont vraiment dans l'ultra minimalisme. Ils vont vraiment tout couper. Il y a même un truc un peu, certains trouvent ça un peu ridicule, où en gros, ils coupent même leur brosse à dents pour avoir plus que quasiment la brosse, parce que le manche de la brosse à dents, en fait, c'est un poids, du poids en trop qui sert à rien, quoi. Ah ouais, Et d'accord. eux, c'est vraiment le plus radical possible. Et je trouvais ça intéressant de pousser le truc à fond. Et c'est inspirant. Et tu vois comment ils conçoivent leur sac à dos. Même lui, il construit ses propres sacs à dos. Il y a une marque de sac. Et comment ils enlèvent à chaque fois les choses inutiles, ils arrivent à enlever. Et puis aussi les habits qu'ils ont, ils ont des sacs de couchage où en fait, on s'est rendu compte que le bas du sac de couchage, ce qui est derrière ton dos, en fait, comme c'est comprimé entre ton dos et le sol, t'as pas de chaleur qui se crée parce que la chaleur, ça se crée avec un espace d'air. Et donc du coup, c'est une zone qui sert à rien. Donc du coup, ce qu'ils ont créé, c'est des kilts. En fait, c'est comme des couettes, mais que tu vas envelopper et caler derrière ton dos. Ah, Et ok. comme ça, tu as un gain à ce niveau. Et c'est vraiment le plus extrême que je connaisse en termes de minimalisme. Ah ouais, ils ont vraiment étudié ça jusqu'à changer les duvets, quoi. Mais il y a pire que ça. Il y a même un mec, il a déjà un kilt comme ça. On appelle ça un kilt. C'est une sorte de couverture qui se replie donc sous ton dos, mais qui a moins de matière en haut, parce qu'en fait, en haut, il met sa doudoune qu'il a mis pendant la journée. Et donc, du coup, t'as le même effet de chaleur. Ah ouais. C'est vraiment, je peux pas optimiser plus. Et, ça me fait penser quand tu vas en voyage comme ça sans argent et que ensuite tu reviens chez toi, est-ce que t'as pas genre une espèce de, je sais pas, on va dire de jet lag minimaliste en mode, tu vois, tu te dis que tout ce que t'as dans ton appart ça te sert à rien ou au contraire où tu te dis oh là là mais en fait c'est trop bien d'avoir un appart. Je sais pas. Je suis quand même content de rentrer à la maison après un gros voyage, de retrouver un certain confort. Non, j'ai pas particulièrement ce genre de sensation. Mais vraiment, tu passes de l'inconfort à un confort énorme et tu te rends et t'apprécies énormément en général ce truc.
Mais parfois, ouais, je me dis un peu, il y a même eu des voyages où je me disais, c'est limite trop de confort par rapport à ce dont j'ai besoin et j'avais envie d'enlever encore certaines choses, mais sinon pas trop. Ok, ok. Du coup, maintenant, on va passer à la partie des choses qui nous ont apporté de la valeur récemment. Donc, Hmm. je t'en prie, commence si tu as fait une petite liste ou si tu as des petites recommandations. Ouais, bah moi c'est totalement le livre dont j'ai parlé de Marie Kondo, donc La magie du rangement. J'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'en ai offert un à ma mère et un à une amie. Ah ouais, En plus, il y a une version manga qui est sympa et en gros, t'as un peu tous les concepts qui sont expliqués mais à travers une histoire. Et genre c'est donc la version illustrée qui est une sorte de manga et ça se lit en genre 2 heures et c'est juste un petit plaisir. C'est un vrai plaisir de le lire quoi et ça fait vraiment du bien. Ça c'est un truc que je recommande. Euh, sinon, sinon voilà. Après, truc qui m'apporte pas mal de valeur. J'avais pensé à un autre truc, mais j'ai oublié. Bah vas-y, dis le tien, moi ça va me revenir en tête pas longtemps. du coup, moi, le mien, c'est aussi un livre, pas forcément directement sur le minimalisme, mais un livre qui est très connu en France, en tout cas, c'est Le Petit Prince, et que j'avais jamais lu. Hmm. Et j'ai trouvé ça, bon, c'est génial. Et surtout, je voulais le partager aujourd'hui parce qu'au final, l'histoire du Petit Prince est assez basique et minimaliste, on va dire. Mais ça prouve qu'on peut, derrière une histoire simple, faire passer des idées et des messages complexes. Et je m'attendais pas du tout à être aussi ébloui en lisant ce livre. Et du coup, je vais le Ah ouais? relire pour être sûr, ouais, pour être sûr de ce que je dis. Mais surtout, ouais, ça m'a mis une claque où je me suis dit à chaque phrase où tu te dis, ouais, il y a quelque chose de caché derrière ce truc simple, tu vois. Et vraiment, tout le monde le connaît au final, ce livre, mais moi je l'avais jamais lu et grosse claque. Ok, intéressant. Je me souviens plus très bien de l'histoire du Petit Prince. On l'avait lu, je crois que quand j'étais en primaire. C'est marrant de voir que tu dis ça à ton âge maintenant et que ça t'inspire aussi. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il en retient? C'est un enfant qui grandit, qui pose beaucoup de questions. C'est quelque chose comme ça, je crois. Ouais, Ouais. voilà. Après, moi, ce que j'en retiens, c'est le côté. Déjà, en fait, le livre, il commence par te dire que le livre est destiné aux adultes parce que. Ok. Parce que c'est l'histoire du coup d'un petit prince au final qui pose plein de questions à des adultes et il arrive sur des planètes Mhm. très caricaturées, tu vois, genre il y a la planète du businessman, il y a la planète du roi, etc. Et donc sur Ok. chaque planète, il y a un peu une morale, mais la morale du livre en soi, pour moi, c'est qu'il faut garder cette curiosité de poser tout le temps des questions. Ouais. Et aussi une autre morale, il y a une notion de s'apprivoiser, genre il dit, le renard, à un moment donné, il croise un renard et le renard lui dit, mais je suis personne pour toi, mais si on s'apprivoise, ça veut dire qu'on devient amis, tu vois. Et qu'au final, tous les gens qu'on Mhm. croise, ils sont rien pour nous jusqu'à ce qu'on s'apprivoise ou qu'on devienne amis. Et du coup, que c'est aussi important ces notions d'amitié. Mais c'est vraiment ouais, la curiosité et l'amitié qui sont bien. Et le côté de Ok. rester d'avoir une âme d'enfant, tu vois, de conserver cette âme d'enfant. Ah, sympa. Il y a un livre qui s'en rapproche pas mal, je crois. C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Je sais Eh, pas si j'en tu ai en as déjà entendu entendu beaucoup parler. parler, mais j'ai toujours pas lu. Il est dans ma liste de lecture. Et il est bien du coup. Ouais, c'est un livre assez facile à lire en plus, et ça se lit tout seul. C'est plus un roman qu'autre chose. Enfin, c'est une histoire vraiment agréable à lire et ça te prend au cœur, quoi. C'est vraiment l'idée que bah, c'est important d'aller vers les autres, de suivre son chemin et que chacun suive son chemin euh, et d'avoir toujours une certaine, je sais pas, une certaine envie de vivre de la vie et une certaine ambition, peu importe comment elle se traduit. Je crois que c'est ça que j'ai retenu du livre. Il faudrait que je le relise. Et c'est vraiment un livre que je conseille. Il est simple à lire, rapide et je trouve que c'est très inspirant, ça te motive, ça éveille quelque chose en fait. Ok. Voilà, le livre dont je voulais te parler tout à l'heure, c'est The Power of Habit. Ok. Pour moi, s'il y a un livre à lire, c'est celui-là. Et en gros, c'est un livre qui a parlé des habitudes, de l'importance qu'elles ont, quel impact elles peuvent avoir sur ta vie. Et c'est hyper intéressant parce qu'on sait que c'est hyper important les habitudes. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans le domaine du développement personnel, mais on a du mal à vraiment l'intégrer dans sa tête, que ça devienne inconscient et à vraiment mesurer à chaque fois qu'on fait quelque chose, de se rendre compte qu'avec la répétition, il aura énormément d'impact. Et ça permet de bien intégrer cette idée. Et il donne plein d'exemples qui montrent à quel point c'est insoupçonné l'impact que peuvent avoir les habitudes, notamment dans une entreprise. Enfin, il faut lire le livre pour voir où juste le fait d'insérer une habitude chez tous les employés, ça a changé totalement
la tournure que prenait l'entreprise et ça avait permis de la relever et sans vraiment difficulté au final. Et voilà, moi, un truc que je me dis maintenant, à chaque fois que je fais un truc, c'est si ce truc se répétait 10 000 fois, est-ce que je le ferais ou pas? Et ça me permet d'éviter de faire des mauvais trucs et ça me permet de plus prendre des bons réflexes en fait. Ah, c'est une super question. Et est-ce que tu fais est-ce que du coup tu as des habitudes que tu as mis en place grâce à ce livre ou autre? Ouais. Bah, notamment, depuis le début de l'année, j'ai réussi à mettre en place une habitude, c'est d'aller à la piscine environ 2 à 3 fois par semaine. Et ça, je suis assez content. Genre, le sport, c'est quelque chose que j'arrivais pas à mettre assez régulièrement. Et en fait, il y a un principe simple, c'est pour créer une habitude, il faut avoir un déclencheur, la routine, donc qui est l'habitude, et une récompense. Et souvent, tu as bien le déclencheur, la routine, mais t'as pas la récompense. Et donc moi, mon déclencheur, c'est à la fin des cours, je vais directement à la piscine, j'ai toujours mes affaires de piscine dans mon sac. Donc la routine, c'est le fait d'être à la piscine et juste de nager. Et la récompense, c'est que je me prends genre une viennoiserie, un pain au chocolat ou une brioche, un truc comme ça, juste après la piscine. Même si c'est pas très bon pour la santé, c'est pas grave parce qu'au final, tu as fait du sport juste avant. Et le fait d'avoir du sucre et de la graisse comme ça enclenche vraiment ce mécanisme de récompense. Et en fait, ça marche assez bien. Et plusieurs fois, je me suis surpris à être moyennement motivé pour aller à la piscine. Et au final, me dire, ouais, et à visualiser la brioche, et dire, ouais, ça vaut le coup quand même. Et finalement, c'est un truc vraiment très efficace. Ouais, c'est vrai que ce truc de récompense, j'en ai jamais. Pourtant, j'ai eu des trucs sur les habitudes, mais j'avais jamais pensé, tu vois, à mettre ce système Ah en ouais? place. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est clair que c'est vachement mieux parce que les habitudes, bah, c'est très dur à mettre en place, suivant le type Hmm. d'habitude qu'on veut mettre en place. Et cette notion de récompense, elle est bien, ouais. Surtout pour les Ouais, trucs un peu difficiles. Enfin voilà. Ok, bah super, super habitude. ouais, trop cool, ouais. Ah oui, et du coup, ma dernière question, c'est si tu devais décrire le minimalisme, donner ta définition, euh, qu'est-ce que ce serait? Euh, pour moi, le minimalisme, c'est quand t'as pas forcément moins de choses. Genre, en général, ça, ça, ça s'avère avoir moins de choses, mais c'est quand toutes les choses que tu fais dans ta vie et que tu possèdes ont du sens en fait, et du sens qui vont dans ce que tu recherches. C'est juste qu'elles aient du sens, que ce soit être utile et servir un but plus grand, ou alors juste apporter de la joie en elle-même, ce genre de choses. C'est ça pour moi le minimalisme. Ok, super. Merci beaucoup Ulysse, du coup, pour ta définition et d'avoir participé à cet épisode de Bah, Minimal. super. Et Bah, puis, merci à toi. à bientôt pour un nouvel épisode, peut-être. Peut-être, ouais, avec plaisir. Salut. Salut! J'espère que notre discussion t'a intéressé. J'aimerais avec toi te partager une pensée qui m'est venue à la fin de l'interview et après avoir parlé à Ulysse avant de raccrocher. L'idée de voyager de manière extrême et notamment sans argent, c'est quelque chose auquel je pense personnellement à faire et à expérimenter depuis maintenant, on va dire 1 ou 2 ans, et notamment mon voyage au Canada, voyage dans lequel j'étais sous une structure et au final j'ai découvert un pays en étant citoyen quasiment de ce pays, mais pas en voyageant vraiment comme un touriste extrême. Voyager de manière extrême, sans forcément mettre sa vie en danger, mais en sortant vraiment de sa zone de confort, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Et si je ne l'ai toujours pas fait, c'est uniquement pour des raisons de peur, et de peur d'aller vers l'inconnu total. C'est cette raison, c'est pour ça que je voulais notamment interviewer Ulysse, c'était aussi pour moi, pour lui poser des questions sur son expérience, et pour voir si c'était vraiment si insurmontable que ça. La preuve que non, puisque déjà Ulysse est comme moi, toi, est un être humain, et qu'en plus, globalement, ces expériences, même s'il y a eu des moments difficiles, se sont toujours bien passées. Donc si tu es dans mon cas, si toi aussi tu as peur d'expérimenter des choses, que ce soit des choses extrêmes comme voyager sans argent, ou que ce soit par exemple de jeter des affaires, ou d'expérimenter le minimalisme de manière plus concrète, n'aie pas peur, et essayons de faire des choses qui nous poussent à sortir de cette zone de confort. C'est ce qui m'a attiré en premier dans le minimalisme, c'est cette idée de sortir de ce qu'on nous a proposé depuis le début pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui nous rapproche de l'essentiel. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé. Si c'est le cas, tu peux le soutenir de 2 manières. Tu peux tout simplement aller mettre une note sur iTunes ou Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, avec un petit commentaire ou une question à laquelle je répondrai dans un prochain épisode. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier Charlie DCP et Luxien444 pour avoir laissé un avis sur le podcast sur iTunes. Ensuite, la deuxième méthode pour soutenir le podcast, tu peux bien évidemment t'abonner au podcast sur ton application de podcast
Et aussi, tu peux tout simplement le partager, que ce soit par mail, sur Facebook, sur tes réseaux sociaux, à tes amis, à des gens qui seraient intéressés pour leur faire découvrir le minimalisme ou qu'ils en apprennent plus ou qu'ils aient de nouvelles idées autour de ce sujet. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moins.